Court Séjour vous emmène aujourd'hui dans la haute vallée de la Bruche. Axe de passage est-ouest au travers des Vosges barinoises, la haute vallée de la Bruche est située aux marges de l'Alsace et de la Lorraine. Longtemps, les habitants vécurent à l'écart des voies de communication. Ils ont aussi connu, comme l'ensemble de l'Alsace, une histoire étonnante à cheval entre deux nations, la France et l'Allemagne. En tant que région frontière, les conflits se succédèrent. On plonge dans l'histoire au travers d'autres balades. On les appelle les chemins des passeurs. Le rôle du passeur, c'était d'aider à des gens de la vallée de la Bruche qui voulaient quitter l'Alsace annexée à rejoindre le département des Vosges, qui était la France occupée. Mon père a fait ça de 41 à 43. Il a aidé, d'après lui, environ 60 à 70 personnes à passer dans les Vosges. Là, c'était risqué, oui, parce que surtout après 1942, quand les Allemands avaient décrété l'incorporation de force des Alsaciens, les gardes frontières avaient ordre de tirer à vue sur tous ceux qui passaient dans ce chemin-là, vers Salm. Hubert Ledigue, père, risqua sa vie plusieurs fois. Sa double identité lui apporta une sécurité relative, mais elle rappelle surtout qu'en Alsace, on changea souvent d'identité. Ces gens symbolisent effectivement une population qui, au cours d'une seule vie, peut changer 4 fois d'identité. Alors changer d'identité, ça ne veut pas juste dire changer de papier d'identité, il faut s'adapter à tous ces changements, il faut changer de langue, de régime politique, d'habitude. Le mémorial de l'Alsace-Moselle, à Schirmeck, construit en 2005, rappelle l'histoire étonnante de ses habitants de la Bruche et de manière générale de l'Alsace, qui furent tour à tour allemands en 1870, puis français en 1918, non sans mal. Pour pouvoir récupérer la nationalité française, il faut prouver qu'on a 4 grands-parents français. Donc c'est tout un combat des Alsaciens mosellans pour récupérer une nationalité française à laquelle ils tiennent. Lors du retour à la France, il faut changer de langue, encore une fois. Donc c'est pas naturel, c'est pas automatique pour tout le monde et ça va poser tout un tas de problèmes. Il y a tout un tas de gens qui vont perdre leur travail, etc. etc. En 1939, les Alsaciens mosellans sont français, mais dès la défaite de 1940, ils deviennent encore une fois allemands, mais cette fois-ci, c'est les nazis qui arrivent. Et donc le régime politique ici, entre 1940 et 1944, ça va être la dictature nazie. En effet, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, pour fuir les probables conflits, 611 000 Alsaciens sont déplacés en Dordogne, avec pour tout bagage 30 kilos par personne. Ils abandonnent leurs maisons et leurs biens. Une fois l'Alsace annexée en novembre 40, les Alsaciens sont priés de rentrer chez eux, mais la région a changé de langue, les noms des rues se transforment et tout ce qui rappelle la France est balayé. Dans une terre qui pendant longtemps a symbolisé la guerre et l'affrontement, après la Seconde Guerre mondiale, cette logique de guerre entre la France et l'Allemagne est rompue et on va mettre en place ici aussi les outils et les instruments de la paix. Donc, le Conseil de l'Europe va voir le jour à Strasbourg en 1949, le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme également. C'est l'Europe qui nous a donné cette paix. Pour la première fois, l'Alsacien peut être ce qu'il est vraiment, franco-allemand. Changer de nationalité, changer de langue, changer de régime politique, changer de beaucoup de choses en ayant des racines dans sa famille des deux côtés. C'est extrêmement inconfortable et c'est devenu extrêmement dramatique lors de la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'il a fallu se battre éventuellement l'un contre l'autre. Le témoignage le plus parlant de cette dualité alsacienne, c'est le fort de Mutzig, dont Bernard est le fervent gardien. Il préside une association franco-allemande de sauvegarde du fort. Cette réalisation allemande datant de 1893 servira plus tard de modèle à la fortification de la ligne Maginot.
Alors en 1893, on met en chantier cette fortification dont la mission consistait à barrer la plaine d'Alsace pour empêcher l'armée française de remonter le long du Rhin et menacer les arrières du plan Schlieffen qui passait par la Belgique pour attaquer la France. Donc cette fortification sera mise en chantier uniquement en 93, après une dizaine d'années d'interruption. On venait de mettre au point la millimite, qui va remettre en question l'ensemble des techniques de fortification. Donc cette fortification est en même temps un prototype. C'est la première fortification moderne dans l'histoire. Premier emploi du béton, premier emploi de la tourelle cuirassée et premier emploi du courant électrique dans une fortification en 1893. Nous sommes ici dans cet ouvrage-là, l'abri numéro 1, qui fait partie donc de cet ensemble restauré de 20 hectares par rapport à un ensemble de 254 hectares qui représente l'extension maximale de ce fort. Nous avons restauré 20 hectares, il y a encore du travail pour les générations futures. Le fort de Mutzig se raconte en superlatif. 22 ans de construction, 250 millions d'euros et 40 000 mètres carrés de superficie souterraine. 7 000 hommes pouvaient ici vivre pendant 3 mois d'autarcie totale, dans une promiscuité absolue, 25 par chambrée. Mais l'on fait tout pour qu'aucun soldat ne puisse s'isoler, même dans les latrines, empêchant ainsi les suicides. La nuit du 18 août 1914, le fort tirera 291 coups de canon et repoussera les troupes françaises. Une seule nuit d'activité, une seule, mais une belle leçon de technologie pour l'époque et de stratégie militaire. 25 ans plus tard, l'histoire se répète, plus folle encore. Nous sommes au camp de concentration de Natzwiller, le Struthof, lieu de mémoire alsacien. Il faut savoir que le camp de concentration de Natzweiler a été construit par les nazis suite à la découverte en 1940, après l'annexion de l'Alsace de fait, d'un filon de granit rose. Donc c'est vraiment l'existence d'une carrière qui a préexisté à la construction de ce camp, qui a été mis en place uniquement à la base pour travailler à l'extraction de ces pierres qui devaient servir à la construction du Reich allemand. Au mémorial Struthof, construit par le Centre européen du résistant déporté, on comprend comment entre 40 et 41 les déportés vont œuvrer à la construction de ce camp. Il sera l'un des plus durs en Europe, 40% de taux de mortalité. 30 nationalités vont ici plier sous la folie allemande. C'est la disparition par le travail. Il ne s'agit pas d'un camp de déportation raciale, il s'agit vraiment d'un camp de déportation politique, puisque 56% des déportés étaient des politiques, donc résistants, opposants communistes, même des prisonniers de guerre soviétiques, quelques réfractaires à l'incorporation de forces allemandes, donc des Alsaciens, et c'était vraiment un camp qui avait pour vocation d'utiliser une force de travail, une main d'œuvre pour l'économie du Reich et non pas d'exterminer directement en chambre à gaz comme ça a été le cas pour les camps qui se situaient en Pologne. En 2002, lorsque le comité des déportés décide de faire de ce lieu un témoin de cette tragique histoire et de construire un musée, il fait la découverte d'un étrange bâtiment souterrain. Kartoffelkeller, en français ça veut dire cave à pommes de terre, donc c'était un nom de code qui a été donné par les nazis à un bâtiment qui fait 80 mètres de long avec des murs en béton armé de 60 cm d'épaisseur et qui a été construit par les déportés, notamment les Nachtrunnebel, les déportés nuit et brouillard français qui ont travaillé dans cette cave. Il faut savoir qu'on n'a aucun document qui nous permette de savoir avec précision quelle était l'utilisation qui avait été prévue par les nazis à ce bâtiment. Toujours est-il que le bâtiment a été enterré, qu'on a construit des baraques pour les SS par-dessus. Le camp de Natzweiler sera jusqu'au bout un camp de concentration politique. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, 107 membres du réseau Alliance et 33 personnes du maquis des Vosges seront exécutés par balles dans la morgue. L'incinération de leur corps durera 2 jours, marquant à jamais l'atrocité des exactions nazies.
Ne pas oublier et faire de ces lieux des lieux de mémoire, afin de ne pas répéter cette histoire-là.